Ma fille de 10 ans a failli mourir après que ma famille l'a abandonnée pendant une grave réaction allergique. Ils n'ont pas appelé d'ambulance. À la place, ils sont partis pour une excursion de luxe d'une journée avec les autres enfants. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 3 heures plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Les lundis sont censés commencer doucement. Le mien a débuté avec une imprimante bloquée, quelqu'un qui pleurait dans les toilettes, et une tasse de café à moitié froid qui avait un goût d'encre de stylo. Je venais de décider de simuler l'optimisme pour une autre réunion quand mon téléphone s'est allumé sur le bureau. Numéro inconnu. Indicatif régional. Normalement, je l'aurais laissé aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose au fond de moi m'a dit « décroche ». Allô? Est-ce que je parle à Isabelle Moreau? Oui. Ici le centre médical Saint-Antoine. Nous avons votre fille, Chloé Moreau. Elle est stable maintenant, mais elle a eu ce qui semble être une grave réaction allergique. Ma chaise a raclé le sol en reculant. Quoi? Elle est consciente et parle, mais nous aimerions que vous veniez tout de suite, a continué la femme, d'une voix posée mais non dénuée de gentillesse. Savez-vous où nous nous trouvons? Oui. À 2 heures d'ici. Très bien. Conduisez prudemment, s'il vous plaît. Quand vous arriverez, demandez l'unité pédiatrique. Quelqu'un vous accueillera à la réception. D'accord. Je pars maintenant. Bien. Nous vous voyons bientôt. Clic. Pendant une seconde, je suis resté là, debout, le téléphone encore pressé contre mon oreille, entendant le faible écho de ma propre respiration. Le monde était devenu trop silencieux. Mon café fumait encore. Quelqu'un a ri dans le couloir. Tout cela semblait faux, comme si le son s'infiltrait d'une autre vie. Puis j'ai attrapé mon sac, mes clés, et j'ai bougé. Sans réfléchir. Juste bouger. Dans l'ascenseur, mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler. Je me suis dit que c'était l'adrénaline, pas la peur. Je me suis dit que Chloé allait bien. Stable, avait-il dit. Stable sonnait comme la sécurité, non. Mais même en arrivant sur le parking, mon cœur savait que non. L'autoroute est devenue floue. La voix du GPS était calme et détachée, me guidant poliment à travers une crise de panique. Tournez à gauche dans 3 kilomètres, disait-elle, comme si c'était la partie la plus difficile de ma journée. J'ai appelé maman. Messagerie vocale. Papa. Messagerie vocale. Hélène. Ça sonnait. J'ai mis le haut-parleur et gardé les yeux sur la route. Hélène? Isabelle. Tu devrais voir cette eau. On dirait du verre. Papa porte encore des chaussettes dans ses sandales. Son bonheur m'a fait l'effet d'une blague que je n'ai pas comprise. Du vent en arrière-plan. Des enfants qui criaient quelque chose à propos de coquillages. D'accord, ai-je dit prudemment. Donc vous êtes tous ensemble? Oui. Gavin est en train de construire une sorte de forteresse. Lydia vole les drapeaux. Un rire. Le chaos, mais en mignon. Ma bouche était sèche. Bien. Et Chloé? Quoi, Chloé? Toujours légère, toujours enjouée. Comment va-t-elle? Elle et Hélène a hésité une fraction de seconde de trop. Elle va bien. Bien où, ai-je demandé. À l'hôtel. Un instant s'est écoulé où le monde s'est réduit aux bandes de circulation et au son de l'air à travers les bouches d'aération. À l'hôtel, ai-je répété, parce que parfois, dire une chose 2 fois lui donne un sens. Ouais, a-t-elle dit, comme si nous discutions de bagages. Elle n'était pas d'humeur pour le petit déjeuner. Tu sais comment elle est. Maux de tête, maux de ventre, peu importe. Maman a dit que si elle ne voulait pas venir, elle pouvait rester pour se calmer. Ce n'est pas grave. Mon cerveau a essayé de faire correspondre ces mots à la réalité et a échoué. Elle ne voulait pas venir. Ou elle ne pouvait pas. Isabelle, la voix d'Hélène s'est tendue. S'il te plaît, ne commence pas. Elle faisait sa comédie. Elle a dit que sa gorge était bizarre et qu'elle ne voulait pas manger, et puis c'est devenu toute une histoire. Maman lui a donné le choix. J'ai dégluti, sans rien sentir descendre. Donc, quand vous êtes parti, elle était dans le hall? Assise près de la grande plante, a dit Hélène. Le type à la réception nous connaît.
L'autoroute défilait. Borne kilométrique, ombre, lumière. Quelque part une sirène, lointaine. À l'intérieur de la voiture, juste ma respiration et la sienne. Je dois être très clair, ai-je dit, entendant à quel point ma voix était calme et détestant ça. Vous êtes tous sortis. Chloé est restée. Seule. Il y a du personnel, a dit Hélène rapidement. Elle n'était pas seule. Et nous ne sommes pas partis pour toujours. C'est une excursion d'une journée. J'ai appuyé mon pouce sur le volant jusqu'à ce que ça fasse mal, juste pour sentir quelque chose qui correspondait au mot « réel ». Hélène. Quoi? L'hôpital m'a appelé. Silence. Vent. Un enfant qui riait au loin comme s'il appartenait à un autre monde. Ils ont dit qu'elle a eu une grave réaction allergique, ai-je dit. Elle est là-bas maintenant. Non, a dit Hélène. Par réflexe, automatiquement, de la même manière qu'on dit, cette assiette ne se cassera pas, alors qu'elle touche le sol. Non, elle fait ça. Elle en fait toute une histoire et puis. Elle ne pouvait pas respirer. Ma voix est sortie sans aucune inflexion. Un autre silence, plus long. Quand elle a reparlé, le vent était plus fort, comme si elle avait tourné la tête. Maman a dit, elle s'est arrêtée. Isabelle, tu es sûre? Je suis en route pour la voir. Je pouvais l'entendre prendre une inspiration, mince et tremblante. D'accord. D'accord. Peut-être que c'est. Je t'appellerai plus tard, ai-je dit. Isabelle, attends. Mais j'ai mis fin à l'appel. Pendant quelques kilomètres, j'ai conduit comme si la route pouvait s'expliquer si je la fixais assez fort. La lumière du soleil se reflétait sur les pare-brises des autres. Tout le monde continuait à suivre sa voie, ses règles, comme si le monde n'avait pas basculé. J'ai essayé d'aligner leurs paroles dans ma tête et j'ai échoué. Dans le hall près de la grande plante. Nous ne sommes partis que pour la journée. Ce n'est pas grave. Quelque part entre une sortie et la suivante, l'incrédulité a cessé d'être un brouillard pour se durcir en quelque chose de froid et de lourd. J'ai agrippé le volant et j'ai continué. Au moment où j'ai atteint Saint-Antoine, mon pouls martelait derrière mes yeux. À l'intérieur, trop de lumière, trop de blanc, trop de tout. Une infirmière a levé les yeux. Vous êtes la maman de Chloé Moreau? Oui. Elle va bien maintenant. Chambre 203. Je n'ai pas attendu les indications. Chloé était assise, pâle, les yeux vitreux, un tube d'oxygène sous le nez. Quand elle m'a vu, sa lèvre a tremblé. Maman. Je me suis assise à côté d'elle. Salut, ma chérie. Je leur ai dit que je ne pouvais pas respirer, a-t-elle murmuré. Ils ne m'ont pas cru. Ma gorge s'est nouée. Qui ne t'a pas cru? Grand-mère. Tante Hélène. Ils ont dit que je faisais une scène. Grand-mère a dit que si je continuais, je devrais rester. Sa voix a vacillé. Puis ils sont partis. J'ai écarté ses cheveux de son front. Et ensuite, je me suis assise dans le hall. L'homme à la réception m'a demandé si j'allais bien. Puis tout est devenu flou. Je crois qu'il a appelé l'ambulance. Ses petits doigts se sont crispés sur la couverture. Tu as tout fait correctement, ai-je dit. Absolument tout. Le docteur Laurent est entré, calme, professionnel. Elle est stable, a-t-il dit. C'était une forte réaction, probablement une nouvelle allergie. Elle a de la chance que le personnel ait agi vite. De la chance. Encore ce mot. Sans un inconnu à la réception, ma fille serait un gros titre. Quand elle s'est enfin endormie, je suis sorti dans le couloir. Mon téléphone a vibré. Papa. Isabelle, a-t-il dit, déjà exaspéré. Hélène nous dit que tu fais des histoires. Elle faisait une réaction allergique, ai-je dit. Vous l'avez laissée. Oh, pour l'amour du ciel, tu sais comment elle exagère. Elle a arrêté de respirer. Une pause. Puis le long soupir d'un homme dérangé. Eh bien, elle va bien maintenant, n'est-ce pas? Aucun mal n'a été fait. Aucun mal n'a été fait, ai-je répété. Ma voix semblait étrange. Vous auriez pu la tuer. Tu réagis toujours de manière excessive. Nous t'avons mieux élevé que ça. Endurcis-toi.
L'appel s'est terminé. J'ai regardé mon reflet dans la vitre du couloir. Les cheveux en désordre, les yeux cernés de rouge, une expression taillée dans l'incrédulité. Puis, sans le vouloir, j'ai ri. Un petit son craquelé. Il m'avait appris que le silence était une force. Très bien. Ils allaient apprendre à quoi ressemble le silence quand ils cessent de les protéger. 3 heures plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Si vous voulez comprendre pourquoi ma famille a pu laisser une fillette de 10 ans suffoquer dans le hall d'un hôtel, il faut remonter à des décennies plus tôt, à l'époque où être dur était la seule religion que nous pratiquions. Nous vivions sur un lopin de terre en dehors de la ville, le genre d'endroit où la peinture s'écaillait plus vite qu'on ne pouvait la réappliquer. Mes parents appelaient ça « du caractère ». Ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'était « on ne se plaint pas ». J'avais 6 ans quand j'ai appris les règles. Je suis tombé de mon vélo, je me suis ouvert le genou. Maman a regardé le sang, a soupiré et a dit « tu vas survivre ». Papa a ajouté « si tu peux parler, tu peux marcher ». Hélène, de 4 ans mon aînée, déjà experte en supériorité, a levé les yeux au ciel. « Tu es vraiment un bébé, Isabelle. » Alors, je me suis tu. C'est la première leçon. Le silence te garantit la survie. Hélène a absorbé la philosophie de nos parents comme de l'oxygène. Elle pouvait s'écorcher le coude et sourire malgré tout. Pleurer, c'était pour les amateurs. Elle portait sa dureté comme une armure et s'attendait à ce que je fasse de même. Une fois, quand j'avais 8 ans, je lui ai dit que j'avais mal au ventre. Elle m'a tendu une cuillerée de moutarde et a dit « ça guérit tout ». Ne te plains pas, j'ai vomi 10 minutes plus tard. Elle a appelé ça la preuve que ça fonctionnait. Elle aimait être l'exemple, la preuve que le système fonctionnait. J'étais le groupe témoin qui ne cessait d'échouer. Papa aimait dire, vous, les filles, vous nous remercierez un jour. Le monde ne distribue pas la sympathie. Il n'avait pas tort. C'est juste qu'il ne distribue pas non plus la décence. À 16 ans, j'avais maîtrisé l'invisibilité. Je souriais sur commande, gardais la voix basse et m'excusais de prendre de l'oxygène. Lors des dîners de famille, si quelqu'un demandait comment allait l'école, Hélène répondait pour moi. Si je prenais la parole, maman corrigeait ma grammaire au lieu d'écouter. Finalement, j'ai arrêté de proposer quoi que ce soit qui puisse être corrigé. Mais j'observais. Chaque fois qu'Hélène était félicitée pour « tenir le coup », je remarquais comment sa mâchoire se crispait ensuite, comment elle clignait des yeux trop vite. Même elle craquait sous le poids de la perfection. Elle ne savait juste pas comment arrêter de jouer la comédie. J'ai déménagé le lendemain de la remise des diplômes. Ce n'était pas de la rébellion. C'était de l'autoprotection. J'ai trouvé un petit appartement à 1 heure de la maison et un travail en ressources humaines. Ne riez pas. Oui, je suis devenu la personne qui sert de médiatrice dans les désastres émotionnels des autres pour gagner ma vie. Je suis doué pour ça. Il s'avère que des années à gérer mes parents m'ont préparé à la diplomatie d'entreprise. Au travail, les gens pleuraient dans mon bureau. Ils en avaient le droit. Personne ne les traitait de faibles. Je me souviens avoir pensé, alors, c'est ça, la sensation de l'air. Un après-midi, un collègue m'a remercié d'être si compréhensive. J'ai failli éclater de rire. La compréhension n'était que l'effet secondaire de l'hypervigilance. Hélène est restée près de la maison, naturellement. Elle a épousé Alain, un type assez gentil, le genre qui pense qu'éteindre les lumières est un acte romantique. Et ensemble, ils ont transformé la vieille ferme en un bed and breakfast. Maman et papa ont pratiquement organisé une parade. Nos filles réussissent si bien. C'est-à-dire Hélène, évidemment. J'avais droit à un hochement de tête poli chaque fois que je mentionnais une promotion. Ils géraient ce B&B comme un royaume. Des fleurs fraîches, des sourires polis, et la devise familiale imprimée sur un papier peint invisible, pas de drame sous ce toit. Les clients appelaient ça charmant. J'appelais ça un musée du déni. De temps en temps, Hélène m'appelait pour de petites faveurs. Est-ce que je pouvais les aider à mettre à jour le site web de leur entreprise? Est-ce que je pouvais leur avancer de l'argent pour un chauffe-eau jusqu'à ce que la saison touristique reprenne? Toujours temporaire, toujours suivi d'un « tu nous sauves la vie ». Je me disais que c'était juste être une bonne fille, une bonne sœur. En réalité, c'était une habitude, jeter des pièces dans le puits à souhait de leur approbation. Thomas, mon mari, secouait la tête.
Tu ne leur dois rien. Je sais, disais-je. Et puis j'envoyais l'argent quand même. Chloé est née 5 ans plus tard. Je me souviens l'avoir tenue dans mes bras et avoir pensé, tu n'auras jamais à t'excuser d'exister. J'ai juré qu'elle grandirait à l'abri de la malédiction familiale. Nous parlerions des sentiments, même les plus laids. Nous pleurerions si nous en avions besoin. Nous mangerions de la pizza dans des assiettes en carton et dirions que c'est très bien. Maman appelait ça de la parentalité douce. Hélène appelait ça du maternage excessif. Papa appelait ça des bêtises. J'appelais ça de l'amour. Bien sûr, la gravité familiale vous ramène toujours. Nous nous voyons encore pour les fêtes, les anniversaires, les dîners du dimanche occasionnels. Chaque rassemblement était une reconstitution polie de notre enfance. Hélène éblouissant le public, moi applaudissant depuis les coulisses. Maman disait, Chloé est sensible, tout comme sa mère. De la même manière que certaines personnes disent, contrôle fiscal. Chloé rougissait et me regardait, attendant un sauvetage. Je lui serrais la main sous la table à la place. Je me disais que cela n'avait pas d'importance, que les mots étaient inoffensifs. Ils ne l'étaient pas. C'étaient des graines, et le sol était toujours empoisonné. Puis Hélène a appelé à propos du voyage. 3 jours à la côte, a-t-elle dit, enjouée. Les enfants vont adorer. Tu pourrais avoir besoin d'une pause. J'ai hésité. Je ne sais pas, Chloé a du football ce week-end-là. Oh, allez. C'est un moment en famille. Tu sais, maman et papa, ils vieillissent. Elle jouait toujours cette carte. La culpabilité avec un sourire. J'ai regardé Chloé, qui vibrait pratiquement à l'idée des plages et des cousins. J'ai dit oui, parce que c'est ce que l'on fait quand on essaie de prouver que tout est normal. La veille de leur départ, Chloé a fait sa valise 2 fois. Elle a demandé si grand-mère aimerait le bracelet qu'elle avait fait. Elle va l'adorer, ai-je dit. J'ai presque cru à mes propres paroles. Quand ils sont partis le lendemain matin, j'ai fait un signe de la main jusqu'à ce que leur voiture disparaisse au bout de la rue. Pendant un instant, je me suis sentie réellement reconnaissante. Reconnaissante qu'ils la veuillent là-bas. Reconnaissante qu'elle fasse partie de quelque chose de plus grand. Je ne savais pas que je venais de la livrer à la même leçon qui m'avait façonné. Celle qui dit que les sentiments sont des mensonges, que la douleur est du théâtre, et que le silence préserve la paix. Si j'avais écouté plus attentivement pendant cet appel téléphonique, j'aurais peut-être entendu l'écho de notre enfance derrière la voix d'Hélène. La même cruauté désinvolte déguisée en pragmatisme. Mais on ne pense jamais que l'histoire se répète jusqu'à ce qu'il soit trop tard. On ne pense jamais qu'ils le referont jusqu'à ce qu'il l'ait déjà fait. Et quelque part, pendant que je répondais encore à des courriels professionnels et prétendais être fonctionnel, ma fille était assise dans le hall d'un hôtel en train d'apprendre ce que signifie vraiment l'amour vache. C'est ainsi que nous en sommes arrivés là. J'étais assise à côté du lit de Chloé, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser sous une montagne de drap blanc. Le moniteur bipait comme un métronome pour mes nerfs. Les mots du docteur tournaient en boucle. 10 minutes de plus et le résultat aurait pu être très différent. Différent, comme dans Morte. J'ai regardé la main de Chloé, si petite, encore parsemée de rubans adhésifs et d'échymoses, et j'ai pensé, voilà ce que toute cette dureté vous rapporte. Une enfant qui manque de mourir pendant que tout le monde prend des selfies sur la plage. C'est là que le calme m'a envahi. Pas la paix. Quelque chose de plus froid. Le genre de calme que l'on ressent avant que l'aiguille ne pénètre. Je suis sorti dans le couloir. Une infirmière prenait des notes à son bureau. « Avez-vous le numéro de la police locale ?» ai-je demandé. Elle a cligné des yeux, puis m'a tendu une carte. « Tout va bien ?» Pas le moins du monde. J'ai appelé. La voix de la répartitrice était polie, bureaucratique, humaine. Je lui ai tout donné. Les noms, les heures, l'hôtel, ce que Chloé avait dit, ce que le docteur m'avait dit. Elle a demandé si j'étais sûr de vouloir déposer une plainte contre ma famille. J'en suis sûr, ai-je dit. Ce sont eux qui ont fait ce choix en premier. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient, mais pas ma voix. J'ai annulé le petit paiement que j'envoyais à mes parents chaque mois. Ma dîme cérémonielle pour être encore la bonne fille. Plus maintenant. De retour dans la chambre, les machines bourdonnaient, régulières et suffisantes.
Les cheveux de Chloé étaient étalés comme si elle venait de s'endormir après avoir nagé. J'ai écarté une mèche de son visage et j'ai murmuré, « C'est fait ». Elle n'a pas bougé, mais le moniteur a continué à biper comme des applaudissements. Le lendemain matin, elle était assez bien pour rentrer à la maison. J'ai rangé ses affaires, remercié les infirmières, conduit pendant 2 heures dans un silence assez épais pour s'y noyer. C'est vers l'heure du déjeuner que mon téléphone a finalement explosé. 3 appels manqués, puis un flot de messages. Maman, papa, Hélène, appel de groupe. Je l'ai laissé sonner une fois avant de répondre. Isabelle. La voix de maman m'a frappé comme une interférence. Que as-tu fait? Papa a pris la parole, d'une voix tonitruante. Tu as appelé la police contre tes propres parents. La voix d'Hélène s'est superposée aux leurs, frénétique. Tu as tout gâché. Tu ne nous as même pas parlé d'abord. J'ai attendu qu'ils reprennent leur souffle. Je vous ai parlé. Vous m'avez traité d'hystérique. Vous vous souvenez de cette partie? Isabelle, tu réagis de manière excessive, a lancé papa. C'était un malentendu. Elle va bien maintenant, a ajouté Hélène. Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser tomber? Parce que, ai-je dit doucement, elle n'allait pas bien hier. Le silence sur la ligne était presque bienveillant. Puis maman s'est mise à pleurer, et papa a raccroché sans un autre mot. J'ai fixé mon téléphone jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse, puis je l'ai posé face contre la table. Pour la première fois de ma vie, le silence me semblait vraiment appartenir. Je n'ai pas crié. J'ai agi. Et les retombées ne faisaient que commencer. Pendant 48 heures, j'ai fait comme si le monde avait tourné la page. Pas d'appel téléphonique, pas de gros titres, pas de coups à la porte. Chloé a repris des couleurs. Elle s'est remise à dessiner, et je me suis convaincu que peut-être, juste peut-être, le silence signifiait la sécurité. Ce n'était pas le cas. Dans ma famille, le calme n'est pas le confort. C'est la pause avant que quelque chose ne prenne feu. Je répondais à des courriels quand mon téléphone a vibré. Un texto d'un collègue. Salut, j'ai vu ça en ligne. J'ai pensé que tu voudrais être prévenu. Un lien était joint. Le titre ne s'embarrassait pas de mystère. Les propriétaires d'un B&B local nommés dans une enquête policière après l'hospitalisation d'un enfant. J'ai cliqué. La police de Harbor View a confirmé une enquête sur un incident de négligence signalé impliquant la famille Moreau de Meadow Ridge. La fillette de 10 ans, qui serait une parente, a été soignée pour une grave réaction allergique après avoir été laissée dans un complexe hôtelier voisin. C'était tout. 20 lignes d'horreur polies publiées pour la lecture du petit déjeuner. Ils avaient divulgué les noms de mes parents et d'Hélène. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Aucune arrestation n'avait eu lieu, mais l'enquête était un dossier public. À mi-chemin de l'article, la fille adulte de la famille, qui vit en ville, a déposé le rapport initial. Pas mon nom, mais il aurait tout aussi bien pu être imprimé en gras. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. De l'autre côté de la pièce, Chloé a dit « Maman, ça va ?» Oui, ai-je dit. Je lis juste les nouvelles. Nous faisons le buzz. À midi, le téléphone ne s'arrêtait plus. Hélène d'abord. Isabelle, qu'as-tu fait? Ils ont utilisé nos noms. Le journal dit que l'entreprise pourrait faire l'objet d'une enquête. Je l'ai lu. Tu dois arranger ça. Appelle le journaliste. Dis-lui que c'était un malentendu. Je n'arrange pas la réalité, ai-je dit. Tu te fiches de ce que ça nous fait. Tu veux dire par rapport à ce que vous avez fait à Chloé? Son souffle s'est coupé. Tu as tout gâché. Clic. 10 minutes plus tard, maman. Isabelle, s'il te plaît. Des journalistes appellent à la maison. Des clients annulent. La tension artérielle de ton père est au plus haut. Peut-être qu'il devrait essayer l'empathie. Ça réduit le stress. Isabelle. Vous l'avez tous laissé seul, maman. Elle a failli mourir. Ce n'est pas de la mauvaise presse. C'est une conséquence. Elle a commencé à pleurer. Je l'ai laissé finir, puis j'ai raccroché. Le soir, des phares ont grimpé dans l'allée. Bien sûr qu'ils sont venus. La sonnette a retenti. J'ai ouvert. Maman, papa, Hélène.
3 fantômes de la même erreur. La mâchoire de papa semblait soudée. Tu dois arranger ça. Bonsoir à vous aussi. Maman s'est avancée, les mains jointes. Ma chérie, les gens disent des choses terribles. Tu sais comment les ragots se propagent? Je sais. Généralement après que quelqu'un a fait quelque chose de terrible. Les yeux d'Hélène étaient rouges. Nous allons tout perdre. Le journal cite d'anciens clients. Ils disent que nous avons abandonné un enfant comme un bagage. J'ai haussé un sourcil. Enfin un peu de précision. Isabelle, appelez des mamans. Nous avons fait une erreur. Tout le monde en fait. Certaines erreurs se terminent par des funérailles, ai-je dit. Vous avez eu de la chance. La voix de papa s'est élevée. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Tu prends enfin ta revanche. J'ai ri une fois. Si c'est une revanche, c'est la vengeance la plus lente de l'histoire. J'ai juste dit la vérité. Hélène s'est rapprochée. S'il te plaît, dis-leur que tout a été exagéré. Dis que Chloé va bien. Elle va bien. Grâce à des étrangers, pas à la famille. Papa a craqué. Tu nous dois quelque chose. Pourquoi? Pour le pack traumatisme d'enfance ou pour les paiements mensuels que j'ai déjà annulés? Leurs visages se sont figés. Je ne vous dois plus le silence, ai-je dit doucement. Maman s'est mise à sangloter. Hélène a murmuré, tu es cruel. Peut-être, mais au moins je suis honnête. J'ai fermé la porte. Leurs voix se sont étouffées dans la nuit, s'estompant avec le bruit de leur moteur qui démarrait. Le lendemain matin, un nouvel article est apparu. La communauté réagit aux allégations de négligence contre la famille du B&B Seaview. Une photo du panneau de la maison d'hôte, la pluie striant le bois. Des citations d'anciens clients qui se souvenaient soudainement de signaux d'alarme qui n'avaient jamais existé. Ils semblaient stricts. Ils se vantaient toujours de leur discipline. Le genre de vertu recyclée qui tourne vite au vinaigre. À mi-chemin, les membres de la famille proche de la situation ont refusé de commenter. Bien. Le silence servait enfin son but. À midi, les annulations s'accumulaient. Thomas a envoyé un texto du travail. Tu tiens le coup? J'ai répondu, définir et tenir. Chloé m'a trouvé à la table, parcourant des courriels d'étrangers qui avaient confondu l'indignation morale avec le service communautaire. Grand-mère a appelé, a-t-elle dit doucement. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a dit que tu es juste fatigué. C'est une façon de voir les choses. Elle a dit qu'il ne voulait pas me faire de mal. J'ai regardé son dessin, 2 bonhommes allumettes sous un parapluie, l'un avec un masque bleu. Tu la crois? Elle a haussé les épaules. Je crois qu'ils pensent que faire du mal aux gens, c'est leur apprendre quelque chose. J'ai hoché la tête. Ouais. Et ils appellent toujours ça de l'amour. Elle a souri faiblement. Nous sommes différents. Ouais, ai-je dit. C'est tout l'intérêt. Cette nuit-là, j'ai supprimé la discussion de groupe de la famille. Pas de message d'adieu. Juste parti. L'air dans la maison a changé. Plus léger, plus pur. En bas, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre titre, un autre écho. Je ne l'ai pas lu. Je me suis assise à côté du lit de Chloé, écoutant sa respiration régulière. Ils avaient toujours dit que le silence était une force. Très bien. Laissez-les vivre avec. Pour la première fois, il m'appartenait enfin. 6 mois plus tard, le monde a un aspect différent. Plus calme. Le bed and breakfast Seaview a disparu. Saisi, barricadé, le panneau pendant de travers dans le vent. Les derniers clients sont partis juste après la parution de l'article qui les nommait. Après cela, les annulations n'ont jamais cessé. L'enquête s'est terminée il y a 2 mois. Maman, papa et Hélène ont chacun été accusés de délit de mise en danger d'enfant, le langage officiel pour « vous avez laissé un enfant en danger et vous vous êtes fait prendre ». Ils ont plaidé coupables, évité la prison et ont écopé de 12 mois de probation, 250 heures de service communautaire, une amende de $1000 chacun, et un cours obligatoire sur l'éducation parentale. Ils ont terminé le cours le mois dernier. J'aime les imaginer assis à écouter des conférences sur l'empathie et la décence élémentaire. Hélène et Alain ont déménagé à 2 villes de là, quelque part où moins de gens reconnaissent leur visage.
Elle travaille à temps partiel dans un restaurant. Il cherche n'importe quoi qui ne soit pas saisonnier. Les enfants sont dans une nouvelle école. Maman et papa sont restés. Trop vieux, trop fiers, trop fauchés pour déménager. Ils vivent de leurs économies et de ce qui reste des meubles. Les gens leur adressent encore un signe de tête polie à l'épicerie, mais ne s'arrêtent jamais pour discuter. Je n'ai parlé à aucun d'eux depuis cette nuit sur mon porche. Les nouvelles voyagent par les cousins et les ragots. Je ne vais pas les chercher. Chloé va bien. L'allergie était aux noix. Première réaction, invitée à vie. Elle porte son épipène partout comme si c'était une médaille d'honneur. Elle sait maintenant que si quelque chose ne va pas, elle doit le dire. Être doux ne veut pas dire être faible. Thomas et moi allons bien aussi. Normal. Paisible, même. Parfois, j'entends encore cette phrase dans ma tête. On ne fait pas ça à sa famille. Et c'est peut-être vrai. Mais à bien y réfléchir, eux non plus. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou enfin assez loin? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour en savoir plus.